Il existe, au creux de chacun et chacune d'entre nous, une voix intime, discrète, souvent étouffée par le tumulte du monde, mais toujours présente. Cette voix, c'est celle du dedans, celle qui murmure quand tout s'agite, celle qui connaît les voies de la paix, même quand tout semble chaos. La voix du dedans, c'est un espace d'écoute, un espace pour celles et ceux qui, partout sur cette terre, se lèvent chaque jour pour réparer, relier, reconstruire. Ce podcast est né d'un besoin, le besoin de rendre visibles les gestes invisibles, de faire entendre les voix qu'on oublie d'écouter, de raconter la paix autrement. Ici, nous tendons le micro à des artisans et artisanes du vivant, des médiateurs, des responsables associatifs, des leaders religieux, des citoyens engagés. Leurs histoires sont faites de silences tenaces, de regards échangés dans l'instant, de luttes patientes, de choix providentiels. Ancrées dans des contextes souvent oubliés, elles portent en elles une réalité qui nous concerne toutes et tous. Ce podcast est un espace suspendu, où l'on dépose le bruit du monde pour mieux entendre ce qui vibre en l'autre et en soi. Une parole née du dedans peut ébranler les murs du silence. Un écho vibrant peut réécrire toute une histoire. Et dans le battement uni de nos voix, le monde commence à guérir. Bienvenue dans la voix du dedans. Un souffle, une lumière, une voix. Bienvenue à toi, Cédric, pour ce nouvel épisode consacré à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Au cœur de l'Afrique, traversée par le fleuve Ubangui, la Centrafrique déploie ses paysages contrastés. Une capitale vibrante, des villages au rythme calme, des savanes ouvertes et des forêts profondes. Derrière cette beauté brute se cache une histoire complexe, marquée par des décennies de crises, lutte de pouvoir, tensions identitaires, influences étrangères, autant de forces qui ont déchiré le tissu national et mis à mal les institutions. Malgré les processus de réconciliation et les espoirs de stabilité, les défis demeurent. Mais dans ce contexte difficile, les Centrafricains continuent de faire preuve d'une détermination et d'un courage impressionnants. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Cédric Patrick Legrand Wanekpone, centrafricain, né le 8 mars 1986 à Bangui. Cédric est profondément convaincu que le travail social est la base de la réconciliation entre les communautés au sein de la nation centrafricaine, et il s'investit dans le renforcement de capacités socio-professionnelles des jeunes afin de les aider à mener à bien leurs initiatives de paix. S'il a à cœur de poursuivre son engagement associatif, débuté il y a quelques années déjà, il occupe également la fonction de médecin néphrologue au Centre national d'hémodialyse. Son engagement pour la consolidation de la paix continue d'inspirer en RCA, mais également au-delà des frontières du pays. Et à ce titre, en 2019, Cédric a reçu le prix mondial de l'humanisme de la jeunesse qui t'a été décerné au titre de ton engagement en faveur de la paix auprès des jeunes. Je souhaite poursuivre cette introduction avec une petite pensée inspirante pour plonger dans le sujet du jour, et j'ai choisi l'écrivain et le fonctionnaire sénégalais, auteur de L'aventure ambiguë, le Cheikh Hamidou Kané, qui dit « J'essayais de montrer qu'il est possible d'avoir un monde nouveau, un monde meilleur, si chacun assume son identité. Si chacun accepte l'identité de l'autre, il est possible de créer un monde nouveau. » Sur ces paroles, j'avoue avoir fait le maximum pour te présenter en quelques lignes brièvement avant que tu te présentes bien mieux que moi, mais tu fais partie des gens qu'il est difficile de présenter,
tant l'engagement est pluriel et dans de nombreux domaines et depuis de nombreuses années. Bienvenue à toi Cédric dans La Voix du Dedans. Merci beaucoup Kylian. C'est une présentation assez complète. Je n'aurais pas fait mieux. Avec plaisir. Et j'ai d'abord envie de te demander comment tu te sens en ce moment, là, maintenant. En ce moment, je me sens un peu projeté dans le passé et en même temps dans le présent. Quand je t'écoute faire toutes ces présentations, il y a des moments où j'ai ressenti un peu de frisson, je vois beaucoup de choses défiler, mais je me sens bien. Voilà. Super. Je rappelle simplement donc le but du podcast, donc La Voix du Dedans, c'est mettre en lumière la paix qui est présente à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous, en donnant la parole à celles et ceux qui œuvrent pour la paix dans le monde. Parce que la paix n'est pas un concept qui doit être privatisé par une minorité de personnes, mais bel et bien quelque chose qui nous transcende toutes et tous à l'intérieur de nous toutes et tous, quel que soit l'endroit dans lequel nous vivons sur cette planète. Voilà. Alors, ma première question, elle est assez simple, mais elle est également assez vaste. Comment tu as trouvé ta voie dans le travail de paix ? Et bon, je pense qu'effectivement, c'est une question assez complexe, mais je vais essayer d'y répondre parce que trouver sa voie sur le chemin de la paix, c'était pas venu que comme ça, c'est vrai. Depuis quand j'étais déjà au lycée, je m'investissais beaucoup pour un peu de la justice sociale, en termes de sensibilisation, parce que c'était à cette époque-là où on parlait beaucoup plus en milieu jeune, des maladies sexuellement transmissibles, de l'abandon scolaire, des petits conflits qui se trouvaient au niveau de l'école entre les élèves et tout ça. Donc, j'ai commencé déjà à penser à comment réconcilier les autres, parce que j'ai toujours estimé que on devrait vivre dans un environnement plus serein, parce que ce qui est paisible, ce qui est serein, j'ai toujours trouvé que c'est ce qui nous est connaturel. Alors, l'engagement réellement sur la voie de la paix a commencé lorsque j'ai embrassé la carrière médicale et lorsqu'il y a eu les événements au niveau de mon pays. Donc, il y avait cette crise militaro-politique qui a commencé en 2012. C'est ça qui m'a projeté sur la voie de la paix. Parce que j'étais en train de finir mes études médicales, mais l'université était close parce qu'il y avait la guerre. Et quand je me mettais sur les sites de déplacés à soigner les gens, je voyais que moi, tellement que je me battais pour sauver la vie d'un seul individu parfois, c'est-à-dire que le malade qui me donne parfois des maux de tête, si on peut le dire comme ça, parce que même la nuit, je rentre, je dois chercher à comprendre pourquoi tel traitement ne répond pas, qu'est-ce que je peux faire mieux et tout. Et je voyais des gens, surtout des jeunes très souvent, qui en un rien de temps peuvent assassiner beaucoup de gens, une famille. Et moi, je me dis, mais ça, c'est des vies gaspillées. Comment moi, je peux perdre beaucoup de temps à vouloir sauver une vie et quand j'arrive à guérir quelqu'un, je me sens si heureux, je me sens si... voilà, vainqueur, je le dirais, mais je vois de l'autre côté d'un geste très simple, les gens pouvaient ôter la vie à beaucoup de gens. Et donc, c'est comme réduire tout ce travail que je fais en beaucoup de temps sur un individu. Je vois que ce travail-là est réduit dans la vie de plusieurs personnes en un rien. En un laps de temps, je voulais dire. Alors, j'ai aussi remarqué que en faisant ce travail de consultation des patients, je pouvais recevoir aussi ces personnes qui sont vraiment rentrées dans la violence, ces personnes qui sont des assaillants, on peut le dire, et qui viennent en consultation, ils comptent.
j'essaie de les aborder, je me rends compte que, bon, c'est des gens peut-être parfois qui ont eu des problèmes à un moment de leur vie et qui parfois ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Et pendant ce moment, quand je les abordais, je pouvais passer des messages pour dire, mais est-ce que c'était la seule façon de pouvoir réagir, de pouvoir réclamer justice en tuant ou en faisant du mal? Et petit à petit, je me suis dit, alors, le travail que je faisais pouvait être un travail encore plus intéressant si j'embrassais vraiment la voie de la paix en sensibilisant, en évitant à ce que la vie que je prends beaucoup de temps pour sauver soit gaspillée en ne rien de temps. Est-ce que à ce moment-là, tu as rencontré certains obstacles qui t'ont marqué et tu as malgré tout réussi à surmonter ces obstacles, à trouver des solutions, parfois peut-être même inopinées? Effectivement, à ce moment-là, les obstacles étaient légion. Pour ceux qui connaissent la République centrafricaine, le conflit avait pris une connotation confessionnelle, c'est-à-dire entre chrétiens et musulmans. C'était comme ça que cela se vivait ou se présentait. Alors, il y a eu beaucoup de faux dedans parce que, en réalité, c'était des groupes, soi-disant d'autodéfense qui prenaient chacune des communautés en otage et essayaient de commettre des crimes au nom de ces communautés pour les mettre en chien de faïence. Et donc, la première difficulté était comment aller vers ces assaillants-là alors qu'on était dans un climat de totale suspicion et d'insécurité totale. Au point que même ta propre famille peut avoir peur que tu ailles vers les autres. Donc, la première difficulté, c'était comment aller vers les autres. Et moi, je pense que de par ma profession médicale, cela a été quand même d'une très grande aide parce que j'ai pu, par rapport à ça, aller prodiguer des soins et en prodiguer des soins, essayer de discuter avec les autres et de comprendre pourquoi ils étaient dans une dynamique de violence et de leur faire montrer la limite de la violence. Et moi, je pense que ça a été l'une des stratégies utilisées. Et l'autre stratégie était un travail de groupe. Parce que j'étais à ce moment-là inséré dans une équipe au niveau de ma paroisse à l'église qui était très enracinée et les uns et les autres s'encourageaient. Et là où, par exemple, c'était difficile à un homme de pouvoir passer, une collègue fille pouvait aller porter le flambeau et derrière elle, on peut aller et faire des communications en fonction de la susceptibilité des communautés. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce propos-là. J'imagine qu'il y a énormément de difficultés qu'on peut rencontrer dans un contexte où tout le monde demande à ce que les uns et les autres se positionnent. Comment on arrive à trouver sa place dans le travail de paix, non seulement en tant que médecin, mais également en tant que citoyen en Centrafrique? Quel serait ton point de vue, ton opinion par rapport à ça? Oui, l'opinion par rapport à ça, c'est d'être constant avec soi-même et d'être cohérent avec soi-même. Même arriver à un certain niveau où on nous pousse à prendre des positions et parfois des positions qui vont à l'encontre des valeurs auxquelles nous croyons, mais notre constance dans la voie de la paix, c'est ce qui va faire taire beaucoup de gens. Parce que quand vous êtes dans une logique de dire que moi, je suis pas du côté de la division, je ne suis pas du côté de la haine et que peut-être par ma profession, ça me permet de traiter tout le monde avec équité ou bien par rapport à ma foi ou par rapport à ce à quoi je crois profondément, je ne dois pas mettre de la division. À un moment donné, les gens finissent par respecter ça. Difficile, vous allez être poussé par-ci et par-là, mais après tous ces bruits et la paix, le travail de la paix finit toujours par s'imposer dans le calme, dans la patience. Et voilà, moi je pense que c'est à travers cette voie-là que j'ai pu garder cette détermination et continuer avec beaucoup d'humilité aussi, parce que le risque était aussi palpable. Comment tu as poursuivi ton engagement en faveur de la paix après ces événements? Voilà. Après ces événements,
Mon engagement en faveur de la paix s'est consolidé, je dirais, avec ces événements et je n'avais plus de doute que c'était ma voie et que mon destin, d'une certaine façon, est lié au travail de la paix. Alors maintenant, on quittait un moment où il y avait la guerre, où il y avait la violence, pour un moment où on aspirait à la paix, où le calme et commençait à revenir. Et donc, ce travail-là devrait trouver une autre forme. Et donc, la nouvelle forme que ce travail a pu trouver, c'est de dire, mais comment donner les outils aux jeunes pour pouvoir ne plus sombrer dans cette violence. Et donc, mon engagement envers la paix s'est inscrit maintenant dans une logique de formation, d'accompagnement et de chercher à créer des ouvertures pour que, au fait, donner une réponse à cette cause structurelle de la paix qui est liée au manque d'emploi de la jeunesse, à une jeunesse qui est sans repère, qui est sans perspective d'avenir, ce qui fait que les gens ont tendance à être plus sujets à la manipulation. Et donc, de la politique, de toutes les forces obscures qui cherchent des intérêts dans un pays qui est immensément riche avec plus de 300 indices miniers, mais dont la population vit dans un état d'une extrême pauvreté. Donc, cette situation fait que les jeunes femmes comme hommes sont très vulnérables. Et donc, comment trouver une solution à cette vulnérabilité tout en continuant à consolider progressivement les acquis qu'on a pu mettre en place pendant ces moments difficiles. Lorsque l'on accompagne des jeunes pour des initiatives pour la consolidation de la paix, ici en Centrafrique en l'occurrence, comment on capitalise sur le potentiel de jeunes qui se trouvent en situation, dans un contexte de vulnérabilité justement? Ça, c'est une question très pertinente. La question, c'est que souvent, ces jeunes, avec tous ces événements et tout, ont perdu la confiance en eux-mêmes. Et moi, je pense que le premier travail que j'ai commencé avec toute l'équipe avec laquelle je travaille, c'est d'aider les jeunes à retrouver la confiance en eux-mêmes. Et ça se fait à travers des entretiens. Ça se fait à travers des rencontres. Ça se fait à travers des partages d'expériences. Et une des choses qui, par exemple, dans mon cas, essaie de convaincre davantage les jeunes, c'est toute mon histoire. Je suis ici d'une famille assez modeste, hein, et la réalité que j'ai vécue pour grandir, c'est presque la même réalité que ces jeunes-là aussi ont vécu. Et donc, par exemple, un jeune qui me disait que voilà, ça ne valait plus la peine de vivre dans ce pays, il fallait partir à l'extérieur et que l'avenir serait de l'extérieur. Je lui ai fait comprendre que moi, j'ai monté l'avion pour la première fois dans ma vie quand j'ai été médecin. C'était à 29 ans. Parce que mes parents ou quoi n'avaient pas ces possibilités-là pour pouvoir me payer une vacance ou bien des études à l'extérieur. J'ai dû faire toutes mes études ici. Et la première fois que j'ai pu voyager, personne ne me l'a payé, mais je l'ai gagné à travers une compétition, un programme pour le renforcement des jeunes leaders africains. Et donc, en travaillant déjà dans les associations, j'ai pu postuler et c'était un réel bonheur. Et quand je dis ça souvent à certains jeunes, je vois que leurs yeux brillent pour dire que oui, en venant comme toi, parce qu'on sait où tu as grandi, où tu as fréquenté et tout, on peut s'investir en nous-mêmes, on peut travailler en nous-mêmes et pouvoir réaliser quelque chose de concret et embrasser aussi cette voie de la paix. Donc voilà un peu, c'est de cette façon que moi je pense qu'il est possible de travailler avec ces jeunes. Dans un monde où nous avons l'Internet, nous avons beaucoup d'informations qui circulent par-ci et par-là, où la tentation est très grande pour les jeunes. Je pense que c'est vraiment une approche souvent personnelle, par petits groupes qui fonctionnent auprès des jeunes.
Quand je t'écoute, et c'est riche d'informations dans ce que tu nous partages, j'ai le sentiment que dans des contextes parfois aussi complexes, il y a un vrai besoin de créer, qu'il y ait des sources d'inspiration, qu'il y ait certains visages, et que ces sources d'inspiration aient de la légitimité dans les yeux des jeunes que l'on souhaite accompagner. Et cette légitimité, elle est fondamentale parce que on peut souvent voir les mêmes visages qui reviennent sur le travail de paix, qui peuvent être déconnectés du terrain, et donc de pouvoir rencontrer des personnes accessibles comme toi, qui ont un parcours similaire au parcours qui est actuellement vécu par ces jeunes, ça enrichit tout le souffle, toute l'inspiration que tu veux transmettre, parce que j'entends le concept de transmission au cœur de ton argument sur le travail de paix. Effectivement, ce travail de terrain est très très capital, et avec la meilleure façon, c'est d'être au milieu d'eux et aussi de donner des arguments clairs, simples et honnêtes sur le choix à faire, et que chaque choix qu'on fait, il y a des conséquences, et que les conséquences, il faut les assumer. Mais en faisant un choix, il faut être vraiment sûr que c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'aime. Et par exemple, quand je donnais comme exemple aux jeunes, d'ailleurs, c'est eux qui posent la question, mais bon, pourquoi tu as choisi de rentrer alors que tu es aux États-Unis? Je leur ai dit, moi, j'ai suivi ce qui est dans mon cœur. Je leur ai dit, moi, j'ai suivi ce qui est dans mon cœur, parce que pour moi, travailler dans ces pays et tout, c'est beau, parce que ça me donnerait du confort personnel et bien, mais en même temps, je resterai toujours avec un pincement de cœur, parce que quand je vais écouter qu'au pays, il y a telle chose qui ne va pas et tout, j'irai mal. Alors que ici, je pense que même si le travail que je fais ne me donne pas beaucoup de ressources comme je pourrais l'avoir ailleurs, mais ce travail-là touche des vies, change des vies, et c'est ça qui me donne de la passion. Donc, ce travail de terrain, ce travail de communication avec les autres jeunes, c'est ça là qui permet vraiment de pousser à faire un pas vers le chemin de la paix. Au vu de ta très riche expérience dans le travail de paix, je commettrais un impair de ne pas poser cette question, toi qui as eu plusieurs casquettes et qui as toujours plusieurs casquettes. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite s'engager en Centrafrique en faveur de la paix? Est-ce que ce serait dans un engagement professionnel dans des institutions, dans l'administration, dans une entreprise privée, au sein d'une association, d'une ONG internationale ou d'une association locale? Je pense que ma réponse à ça, je pense que la paix, ça vient de la base. C'est le travail à la base, selon mon expérience, qui apporte la paix. C'est vrai que dans toutes les instances que tu as soulignées, il peut y avoir des engagements très forts, parce que s'il n'y a pas l'engagement des décideurs en fonction du contexte, parce que quand c'est un contexte de crise où les gens tirent à balles réelles et tout, parfois les mots ne servent pas. Il faut prendre des décisions courageuses, ou bien il faudrait que les gens se mettent aussi dans la rue et des choses comme ça pour pouvoir changer les choses. Mais une paix qui est durable, qui se consolide, vient de la base. Je prends l'exemple simple de la République centrafricaine, où à Bangui même, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de groupes armés qui étaient cachés dans certains quartiers, mais les pouvoirs politiques ont essayé en vain de déloger ces groupes-là, parce que ces groupes-là étaient ancrés dans les communautés. Et il a fallu que les communautés, à un moment donné, disent non, trop, c'est trop. Ces communautés elles-mêmes ont demandé à ces groupes, soit vous nous éliminez tous, soit vous vous désarmez. Et c'est à ce moment-là que, bon, c'est vrai, il y aura toujours de la récupération politique après, mais ce sont ces communautés-là qui ont fait changer les lignes, qui ont fait changer la donne. Par exemple, pendant la crise, on voyait des gens
qui s'arrachaient des casquettes politiques ou militaires parce qu'ils avaient des armes ou ils avaient de l'argent à ce moment-là, qui venaient, qui occupaient des postes et qui voulaient pousser les gens à se réconcilier avec force, mais personne ne les écoutait. Il suffisait d'un chef de quartier, de quelqu'un, un vieux papa, qui n'a même pas d'argent, mais qui est connu, qui a un statut respectable dans cette communauté, qui se lève et qui parle, et tu vas voir qu'un groupe de jeunes vont dire, mais ce qu'on allait faire là, n'eût été le papa là, grâce à ce papa là, c'est grâce à lui que vous avez eu la chance. Et c'est comme ça que les gens étaient désarmés. Donc moi je pense que ce sont ces voix dans la communauté, ce sont ces petites actions dans la communauté et dans les associations qui permettent de pouvoir petit à petit tisser bout à bout ces fils de paix qui pourraient devenir de vrais draps, de vrais tissus sur lesquels les actions de paix peuvent émerger. Qu'est-ce que le travail de paix t'a appris sur la Centrafrique ? Le travail de paix m'a appris beaucoup de choses sur la Centrafrique. Le travail de paix m'a d'abord appris que travailler pour la paix, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose de mathématique. Et ça m'a montré aussi la complexité de la société centrafricaine. La complexité de la société centrafricaine qui est multicolore, qui a beaucoup d'ethnies, qui a beaucoup de religions, mais qui a une langue commune. Et que chacun de ces aspects peut être une ressource pour bâtir une paix, tout comme on peut utiliser un de ces relents-là pour pouvoir détruire tout un travail de paix ou pour pouvoir diviser les gens. Par exemple, sur la Centrafrique, le fait que nous ayons une langue unique, le sango, qui est la langue nationale parlée sur toute l'étendue, à côté du français, qui est une des langues officielles. À un moment donné, les gens définissaient les autres par rapport au sango. Par exemple, on disait que tu n'es pas centrafricain si tu ne parlais pas sango. Ce qui est faux, parce que ça ne peut pas être mathématique. Par exemple, si tu es centrafricain né dans un autre pays, que tu arrives, tu n'es pas obligé de connaître le sango tout de suite. Alors que si nous, la majorité des centrafricains, nous parlons sango, le sango n'est pas synonyme de la nationalité. Et donc, ça, c'était des confusions que les gens se faisaient. Une des confusions était que si tu n'étais pas musulman, tu étais chrétien. Alors qu'il y avait des animistes, par exemple. Et les gens ne pouvaient pas comprendre qu'on puisse se dire qu'on est animiste. Et même lorsque, en termes de religion, quelqu'un peut être chrétien, peut se dire chrétien ou peut se dire musulman, mais il ne l'est même pas dans les faits. Parce que seulement dans la perception centrafricaine, on ne peut pas se prévaloir être athée, comme on peut le montrer partout ailleurs. Et donc, tout le monde, par similitude ou par complaisance, se range derrière une religion en fonction des religions de ses parents ou de ses grands-parents ou de la communauté dans laquelle cette personne vit, mais cette personne ne partage certainement pas ces valeurs-là. Et ça, ce sont des choses qui ont été révélées au grand jour et qui montraient que c'était source de tromperie, de manipulation, mais c'était aussi source de souffrance pour beaucoup de gens. Tu as évoqué le sango comme langue de la RCA. Comment on exprimerait le concept de paix en sango et quelle serait sa définition ? En sango, le concept de paix, ça veut dire siriri. Siriri, bon, c'est un mot. Sango, nous tous, on l'a appris. On ne sait pas comment ça a été trouvé, ça a été formé, mais ça voudrait dire en quelque sorte être en cohésion, être en paix avec l'autre. Et donc moi je pense que ce mot de siriri qui est un mot très fort au niveau local, parce que c'est ça qui exprime au mieux la paix en Centrafrique.
J'aimerais revenir sur un point que tu as évoqué précédemment. Dans des événements qui sont durs à vivre, particulièrement pour des personnes, des citoyens qui s'engagent pour la paix, c'est difficile de trouver des temps de repos et des temps à soi. Comment on conjugue ce travail de paix dans la communauté, dans le groupe, ce qui demande énormément d'énergie, et comment on reprend un petit peu de souffle? Comment ça s'est passé pour toi, pour reprendre un peu ce souffle nécessaire pour revenir à nouveau dans le groupe? Effectivement, ça c'est l'un des grands pièges dans nos actions pour la paix. Parce que quand tu travailles pour la paix, tu n'as pas de répit, tu n'as pas d'horaire fixe. Comme tu vas au travail, tu reviens et c'est fini. Et dans la plupart des cas, nous le faisons à côté de notre travail qui nous donne à manger, parce que voilà, le travail de paix, c'est un travail bénévole que nous faisons. Mais pour que aussi ce travail soit crédible, il fallait bien assumer aussi sa profession, et qui est reconnue par tout le monde, et tout le monde sait que le travail que on fait pour la paix, c'est un travail de surplus. Donc, trouver des temps de repos, c'est très compliqué. Le deuxième aspect qui rentre en ligne de compte, c'est que dans un pays comme la République centrafricaine, qui est un pays en post-crise, c'est pas un pays à fonctionnement normal. Et donc, comme les autres pays, où on peut te dire, tu fais telle chose, tu envoies telle chose à la poste, ça va arriver, ou bien tu envoies tel courrier, tu t'attends à telle réponse dans de tels délais, où on se prend des rendez-vous pour faire les choses. Non, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Alors, il faut se moudre dans cette façon d'agir pour pouvoir transformer les choses de l'intérieur. Ce qui fait que même parfois, des moments où c'est le dimanche, c'est à ce moment-là que tu peux aller faire autre chose au lieu d'aller à un engagement ecclésiastique. Et donc, moi, par exemple, en ce qui me concerne, je prends des moments comme par exemple le dimanche matin comme un moment de repos entièrement. Voilà, je me dis... Parfois, au lieu d'aller à l'église directement le matin, je préfère passer la grasse matinée et aller à l'église dans l'après-midi. Et malheureusement, il arrive parfois que dans l'après-midi, une urgence arrive. Je peux rater ces moments, mais comme chrétien catholique, j'ai toujours gardé cette belle phrase de Saint Vincent de Paul là, que je partageais avec... un de mes anciens curés à l'époque, à Fatima, pour dire que Saint Vincent de Paul, il disait, si tu es en train de prier et qu'on t'appelle pour voir un malade, et si tu le fais, tu quittes Dieu pour Dieu. Et moi, je pense que quand on est en train de faire un travail de paix, quand on est en train de soigner ou de faire un travail social, quand on est à l'église ou on est dans un engagement et qu'on nous appelle, je crois que c'est la même continuité. C'est vrai qu'il faut veiller à ce que ce ne soit pas tout le temps comme ça. Mais si vraiment vous quittez ça pour faire autre chose, c'est la même chose que vous poursuivez. Et c'est un peu cette philosophie qui m'anime à pouvoir de temps en temps trouver des temps de pause, des temps de répit pour pouvoir le faire. Mais une des choses que j'aimerais ajouter et qui est très importante, c'est que pendant toutes mes années de médecine et toutes mes activités de la paix, je trouvais mes actions en faveur de la paix comme une bouffée d'oxygène à côté de mes études médicales qui sont très passionnantes, bien entendu, mais très difficiles. Et pour moi, les actions de la paix, avec la médecine, c'est comme les deux poumons. Et donc, c'est un des poumons qui complète l'autre. Si bien que quand je quitte, par exemple, mon travail professionnel et tout ça, et que je me déverse dans le travail de la paix, c'est comme si j'étais en même temps en train de décompresser, faire quelque chose avec passion, avec le cœur. Et après, quand je quitte là-bas pour revenir ici, c'est comme un changement de tempo. Et pour moi, ça a toujours donné de l'équilibre. Je voudrais juste revenir sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure. Tu disais que donc, la transmission
l'éducation à la paix a pris beaucoup de place dans ton engagement auprès des jeunes. Est-ce que toi-même, plus jeune, des personnes t'ont inspiré au travers de rencontres, qu'elles soient littéraires mais aussi dans la vraie vie en Centrafrique ou ailleurs? Est-ce que tu as des noms de personnes en tête et pourquoi? Oui, effectivement, je pense que quand j'étais plus petit, j'avais beaucoup eu des apports, des soutiens dans ce... Parce que très tôt, j'étais dans des mouvements qui se développent d'une paroisse, au niveau d'une église. Il y a un mouvement en fonction des classes d'âge des gens. Et on a des accompagnateurs qui nous parlaient de la paix, il fallait éviter la violence, il fallait connaître les droits de l'enfant et les devoirs de l'enfant, les droits dans la société et les devoirs dans la société. Et je me rappelle toujours de mon père qui me disait que voilà, quand on grandit et si on veut s'assurer que on est en train d'embrasser la maturité, toutes nos actions devaient être à l'opposé de la division. Celui dont les actions divisent les autres n'est pas mature et est antisocial. Et que d'une certaine façon, nous sommes tous comptables du mal social. Si on voit quelque chose de mauvais et qu'on n'agit pas, on est comptable de cela aussi. Et à travers ces mouvements, et une fois à l'école, il y a les clubs. Il y a des clubs comme le club RFI, qui signifie Radio France Internationale. On avait des clubs de lecture, des clubs UNESCO, des clubs de francophonie. Ces clubs-là, tu vois, toutes ces organisations ont des grands idéaux. Même si au niveau politique et au niveau stratégique, parfois, on les trouve inefficaces quand on devient grand. Mais quand on est petit, on est à l'école, on voyait quelles sont les valeurs de la francophonie, de l'UNESCO et tout. Donc, on apprenait ça. Et ça nous aidait vraiment beaucoup. Et les enseignants aussi aidaient beaucoup dans ce cadre-là. Parce que je pense que pour ma génération, on avait des enseignants vraiment qui étaient formés, orientés vers l'humain et vers le développement humain. Et ça, c'est quelque chose de très fondamental qui m'a beaucoup aidé à pouvoir me lancer vers la paix. Est-ce qu'il y a des lectures aussi qui t'ont marqué? Oui, il y a des lectures qui m'ont beaucoup marqué. Par exemple, moi, j'aimais beaucoup, j'étais d'abord ancien séminariste, donc j'étais au petit séminaire de l'an 2000 à 2003, et là-bas, il y avait beaucoup de lectures spirituelles, il y avait des romans qu'il fallait lire, et par exemple, il y a un roman écrit par un feu écrivain centrafricain, Étienne Gouemidé, dont le titre, ça s'appelait Le dernier survivant de la caravane. Dans Le dernier survivant de la caravane, il parlait de l'esclavagisme, au fait de la traite arabe quand on prenait. C'est ce qui fait qu'une grande partie de la République centrafricaine est désert, un pays de 623 000 km², grand comme la France et la Belgique réunies, n'a que 6 millions d'habitants. Parce qu'il y avait eu d'abord la traite arabe avant, à but commercial, et la traite négrière est venue ensuite. Et donc, il essayait de décrire des gens qui étaient capturés par des esclavagistes. Et à un moment donné, comme ils étaient enchaînés, on les a mis quelque part, et entre-temps, on les a mis à côté des fourmis mayas, voilà, que nous savons qui mangeaient, qui peuvent vraiment faire très mal. Hein. Et les gens commençaient à crier, mais les esclavagistes, ils pensaient que ces gens-là étaient en train de se révolter. Donc, ils venaient avec des bâtons pour frapper ces esclaves et tout. Mais comme ils avaient des grands boubous, les fourmis mayas n'ont pas traîné à rentrer dedans. Après quelques temps, eux-mêmes, ils commençaient à s'enlever les gros boubous
À ce moment, les esclaves là ont oublié leur douleur et ont commencé à rire. Et comme ça, il y a un vieux dans le roman qui s'appelait Koyapalo qui disait que le lion qui a la dysenterie est bien obligé de faire comme n'importe quelle biche souffrant de la même maladie. Et cette phrase m'a toujours impressionné, cette citation, parce que ça nous prouve à quel point nous sommes tous égaux, que nous sommes tous humains, et quelle que soit notre situation sociale, quelle que soit notre situation de pouvoir, nous n'avons pas le droit d'écraser les autres, mais de les considérer à leur juste valeur. Et je pense que cette citation est une force dans notre monde d'aujourd'hui où il y a trop de puissants dans la pression et qui essaient de tourner les bras des autres. Est-ce qu'il y a un projet actuellement que tu mènes, que tu souhaiterais mettre en lumière et qui permettrait aux auditeurs de cet épisode du podcast de pouvoir te soutenir et financièrement sur ce projet pour la paix à Bangui en Centrafrique? Oui, effectivement. Le projet que je mène actuellement, c'est un projet que je mène avec un groupe de jeunes dans beaucoup de médecins 3 fois dans l'année, une clinique mobile dans les villes les plus éloignées de la RCA, notamment dans la préfecture de la Lobaye, qui est calme, mais où vivent des populations comme les Pygmées, les Peuls, qui sont des autochtones, mais qui sont marginalisés, même parfois par la population locale, considérés parfois comme des sous-hommes parce qu'ils sont des nomades, parce qu'ils vivent dans la forêt. Et ça aussi, il y a tout un travail de paix à faire dans ce sens. Donc, nous apportons des médicaments que nous mobilisons dans les pharmacies où nous cotisons pour les payer. Et 4 fois dans l'année, on fait les cliniques mobiles où on séjourne 4 jours dans la forêt, où on apporte les soins, on fait des consultations, on voit 1 millier de personnes, femmes, enfants, vieillards et tout. Donc, il y a des collègues spécialistes qui viennent avec nous aussi. On fait des interventions également. Et parfois, on ramène aussi ces gens-là à Bangui, parfois, parce qu'il y a des cas dramatiques, comme une petite fille qui s'appelait Gypsy, qui est née presque aveugle, parce qu'il avait une cataracte de naissance, tout simplement parce que la maman n'avait pas pu avoir accès à des consultations prénatales. Et à l'âge de 5 ans, elle ne voyait pas, toujours pas. Elle ne pouvait pas aller à l'école, donc on a dû l'amener à Bangui pour opérer les 2 yeux, l'un après l'autre, et finalement, Gypsy voit, elle repart dans son village et elle a commencé à étudier. Elle dit qu'elle rêve de devenir ophtalmologue un jour. Nous le souhaitons. Et donc, il y a ces cas que nous amenons aussi à Bangui. Et en ramenant ces cas à Bangui, il se pose souvent un problème logistique de prise en charge. Et c'est comme ça que ce projet de clinique mobile voit sa continuité par la mise en place d'un complexe médical que nous faisons ici à Bangui pour pouvoir servir de backup et prendre en charge aussi les cas difficiles qui ne peuvent pas être soignés sur place. Donc voilà, il y a ce projet que je mène actuellement, et à côté de ce projet, toujours ce travail de paix avec l'accompagnement psychologique des personnes vivant avec des traumatismes depuis les crises et qui perdent le sens à leur vie. On essaie, à travers des amis bénévoles, de mettre en place un programme d'accompagnement et d'écoute dans ce sens. Donc voilà autant de projets que nous faisons et qui pourraient être appuyés parce que ça va directement toucher les gens concrètement sur le terrain. Effectivement, donc si vous souhaitez soutenir ces projets à fort impact, à impact direct à l'échelle locale, vous trouverez sous la vidéo un lien et des informations pour en savoir plus et contribuer financièrement à la mise en œuvre de ces projets en faveur de la paix en Centrafrique. Un grand merci à toi Cédric,
Avant de clore cet échange, est-ce qu'il y a quelque chose qui mérite d'être dit sur la paix, sur la Centrafrique, qui est souvent oubliée, qui est souvent mis de côté et qui pourtant résonne avec importance en toi? Effectivement, s'il y a quelque chose à dire de plus, c'est de dire que la République centrafricaine a jadis connu comme un havre de paix, parce qu'on l'appelait la Suisse africaine. C'est comme ça qu'on appelait la République centrafricaine, parce que c'est une terre très paisible, voilà. Et depuis les années 1996, on a commencé à vivre des tentatives de coup d'État, des mutineries, des troubles qui ont perturbé cette société et ce pays qui souffre à cause de ses nombreuses richesses, parce que maintenant viennent beaucoup de multinationales qui se cachent derrière des groupes rebelles pour pouvoir exploiter les ressources au détriment des populations. Mais c'est une population qui aspire réellement à la paix, qui est très, très accueillante, qui est très hospitalière. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que le travail de la paix dans ce pays a tout son sens. Et j'invite tous ceux qui peuvent accompagner ce travail de paix ou bien venir pour pouvoir œuvrer pour la paix ou aider les populations à continuer à travailler pour la paix, à le faire, à ne pas hésiter, parce que la République centrafricaine est comme l'un des deux poumons de l'humanité, parce que c'est une continuité du Congo. Et si la paix manque dans ce cœur de l'Afrique, et je crois que c'est l'humanité tout entière qui sera déstabilisée. Comment continuer après ces mots emplis de sagesse et de lumière? Je suis très heureux. Je suis vraiment ravi d'avoir pu t'écouter et de permettre au grand public de mieux connaître ton travail en tant qu'artisan de paix en Centrafrique et au-delà des frontières. Et je te remercie de nouveau pour tes apports, notamment sur le concept de la transmission dans le travail de paix, la légitimité quand on a vécu un parcours similaire aux personnes que l'on accompagne. C'est aussi un élément clé dans le travail de paix. Et c'était important pour moi de mettre en lumière ton travail, car tu fais partie des personnes qui m'inspirent au quotidien et qui déconstruisent certains concepts qui sont bien souvent emprisonnés dans des intérêts médiatiques, politiques et économiques. Donc un grand merci de nouveau à toi, Cédric. On va clore cet épisode avec quelques mots en sango, peut-être un proverbe en sango si tu le souhaites. Oui, ce serait bien un proverbe en sango, et on dirait que voilà, Dambati kada afa nayatingia. C'est une histoire de dire que c'est en jouant que le lézard perd parfois sa queue. Et donc pour dire que un conflit peut parfois naître banalement si on ne prête pas attention à la susceptibilité de l'autre, à l'environnement dans lequel on vit. Et voilà, on peut parfois créer un conflit, une guerre, à cause de si peu. Sur ce, Singila Mingi Naala, merci beaucoup, Cédric. Singila Mingi Kiliam. Et on reste en union de prière. À bientôt pour le prochain épisode.